En septembre 1941 commença le siège de Leningrad. Entourée par les forces allemandes et finlandaises, la ville fut isolée par voie terrestre. À l'intérieur, plus de 2 millions de personnes firent face à la faim, au froid et au bombardement. Les réserves s'épuisèrent, les communications furent interrompues. Les rations diminuèrent chaque semaine. Durant le premier hiver, les températures atteignirent 40 degrés au-dessous de zéro. Les poêles s'éteignirent. Le pain, frelaté avec des restes de lin et de coton, atteignait à peine 125 grammes par jour. Beaucoup moururent chez eux, dans les rues ou dans les files de distribution. Dans les morgues, il n'y avait plus de brancards. Les sources d'eau gelèrent. La ville devint immobile. La vie ne s'arrêta pas, mais se transforma. Certains résistèrent, d'autres non. Les voix de ceux qui étaient là, leurs journaux, lettres, dessins et récits, permettent de reconstruire avec exactitude ce qui fut vécu. Que peut-on réellement comprendre de ce qu'ils ont vécu? Le siège commence, l'invasion allemande et la chute de Leningrad. À l'aube du 22 juin 1981, l'opérateur de signaux Mikhail Neistat remarqua une intense activité sur le télégraphe de Leningrad. Des messages urgents arrivaient du quartier général de l'armée rouge, sollicitant avec empressement le commandant militaire du district. N'étant pas présent, le chef d'état-major fut contacté. Il lut un télégramme confirmant l'imminence. Les troupes allemandes avaient franchi la frontière, donnant le coup d'envoi à l'offensive connue sous le nom d'opération Barbarossa. Le maréchal Timochenko, commissaire à la défense à ce moment-là, ordonna de déployer les troupes sans ouvrir le feu, reflet de l'incertitude régnante. Peu après, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une attaque frontalière, mais d'une opération militaire aux proportions énormes. Plus de 3 millions de soldats allemands, accompagnés de chars et d'aviation, avançaient de la mer Noire à la Baltique. Adolf Hitler avait planifié l'offensive depuis 1940 et la justifia comme une croisade contre le communisme. La stratégie, baptisée Barbarossa, fut développée par Friedrich Paulus et envisageait une guerre éclair qui démantèlerait l'Union soviétique en quelques semaines. Hitler ne considérait pas le pacte de non-agression signé avec Staline comme quelque chose de durable, et pour convaincre le haut commandement, il allégua une attaque soviétique imminente comme excuse pour l'assaut. Leningrad, symbole révolutionnaire et stratégique, fut l'un des principaux objectifs. Le groupe d'armées nord, commandé par Ritter von Leeb, reçut la mission de capturer la ville. Parmi ses forces figurèrent les armées de Küchler et Busch, ainsi que des divisions Panzer et la SS Totenkopf. Georg von Küchler, à la tête de la 18e armée et fervent défenseur du régime nazi, exécuta avec détermination les ordres d'exterminer les commissaires politiques soviétiques par le biais de l'ordre Kommissarbevel. Dès les premiers jours de juillet, les troupes allemandes avancèrent rapidement vers le nord. Tandis que Reinhardt et Manstein brisaient la ligne Staline, les Einsatzgruppen commettaient des massacres dans les zones occupées, comme à Kaunas, avec la connaissance du commandement allemand. La Luftwaffe détruisait les colonnes soviétiques en retraite et rasait les routes d'approvisionnement. La défense de Leningrad fut confiée à Kliment Vorochilov, figure historique du régime communiste, mais sans capacité tactique adéquate. Au lieu de structurer une défense échelonnée, il opta pour ériger une unique ligne sur la rivière Louga, mobilisant des civils sans entraînement ni conditions de sécurité. Enfants, femmes et vieillards furent envoyés creuser des tranchées, tandis que les unités de l'armée rouge étaient mobilisées chaotiquement, souvent sans entrer en combat. À cette confusion s'ajoutaient des erreurs logistiques et l'inexistence d'une ligne de commandement cohérente. Vorochilov, sans préparation moderne, paria sur la création de bataillons d'arrière-garde et de milices populaires, armés de fusils de chasse, d'explosifs improvisés et même d'épées retirées des musées. Les besoins essentiels en artillerie et munitions restaient négligés. À cela s'ajouta sa décision de bloquer un convoi de nourriture envoyé par le ministère du Commerce, craignant qu'accepter l'aide puisse être interprété comme un signe de faiblesse. Les réserves furent redirigées et n'arrivèrent pas à destination. Les failles dans la conduite militaire étaient visibles. Les milices, composées d'adolescents, combattaient sans préparation réelle, tandis que les commandants manquaient d'instructions claires. Les évacuations de civils se réalisaient sans coordination,
Ceux qui parvenaient à entrer dans la ville n'accédaient pas aux cartes de rationnement, restant hors du système de distribution alimentaire. La situation empirait rapidement. Le 8 août, les forces allemandes traversèrent la ligne de la Louga et le 20 du même mois prirent Tchoudovo. 10 jours plus tard, Moga tomba, coupant les dernières lignes ferroviaires vers Leningrad. Le 8 septembre, l'occupation de Klisselbourg scella le siège. La ville était complètement isolée par voie terrestre. Depuis le nord, les forces finlandaises, alliées de l'Axe, renforcèrent le blocus. Ce même jour, un bombardement aérien rasa les entrepôts de vivres de Badaïev, détruisant des milliers de tonnes de réserves. Les flammes furent visibles depuis tous les coins de la ville. Les rations furent réduites au minimum et une famine sans précédent commença. L'offensive aérienne et terrestre se combina avec une stratégie d'extermination par inanition. Le haut commandement nazi décida de ne pas occuper Leningrad, mais de la laisser mourir lentement. L'approvisionnement en nourriture des zones occupées fut suspendu et l'ordre fut donné de tirer sur tout civil tentant de fuir. Pendant ce temps, Staline, conscient de la gravité de la situation, remplaça Vorochilov par Georgi Zhukov le 11 septembre. Le changement fut précédé par un rapport signalant les déficiences tactiques du commandement précédent. Utilisation inefficace de l'artillerie, déploiement chaotique et dépendance de milices sans ressources. Vorochilov quitta la ville en avion cette même nuit. Malgré le désastre, il ne fut ni jugé ni puni, en raison de sa proximité avec Staline. Ce n'était pas la première fois que Vorochilov montrait des failles de ce type. Durant la guerre d'hiver contre la Finlande, initiée en 1939, sa gestion s'était déjà révélée inefficace. Il ignora les alertes logistiques et refusa l'armement moderne aux troupes, rejetant les propositions de manœuvres stratégiques. Lorsque le front stagna, il fut remplacé par Timochenko, qui réussit à briser la résistance finlandaise et à forcer un armistice. Cependant, Vorochilov organisa des célébrations à Leningrad, récompensant des unités qui n'avaient même pas participé au combat. Après ce conflit, il attribua les erreurs à des rapports erronés qu'il avait lui-même ignorés. Son rôle durant les purges militaires des années 30, où il soutint l'élimination de commandants professionnels comme le maréchal Tukhachevski, avait contribué à la détérioration de la capacité de l'armée rouge. Le manque d'officiers compétents en 1941 fut l'une des causes de la rapide désorganisation face à l'avancée allemande. La combinaison de décisions erronées, de négligences logistiques et de purges internes aboutit à une défense faible et improvisée à un moment clé. Les conséquences furent immédiates. La ville fut isolée, sans réserve, sans évacuation adéquate et avec des milliers de civils piégés. Le siège de Leningrad commençait dans les pires conditions possibles. Kniazev et les jours précédents, désordre, silence et attente. Le dimanche 22 juin 1941, la routine à Leningrad fut brusquement interrompue. Tandis que la population profitait d'une paisible matinée estivale, arriva la nouvelle qui allait changer leur vie. L'Allemagne avait initié l'invasion de l'Union soviétique. La confirmation par radio, ce même jour, fut un coup inattendu. Georgi Kniazev, directeur des archives de l'Académie des sciences, se souvenait avoir été en train de lire sur des découvertes archéologiques à Samarcande lorsqu'il reçut la nouvelle. Immédiatement, il commença à enregistrer les événements dans un journal personnel. L'ambiance dans la ville resta en apparence inchangée durant les premiers jours. Beaucoup pensaient que la guerre n'atteindrait pas Leningrad. Elena Scriabina préparait une sortie familiale à Peterhof lorsque son époux, après avoir entendu les rumeurs, lui demanda de rester à la maison. Joseph Finkelstein, ingénieur, observa la réaction de la foule en écoutant la déclaration officielle devant un haut-parleur public. Le 27 juin, la population fut appelée à ériger des fortifications. Hommes et femmes entre 16 et 50 ans furent organisés pour creuser des tranchées autour de la ville. Les tours de travail furent répartis selon l'occupation. Elena Kochina, employée de laboratoire, mentionna la participation enthousiaste des femmes aux travaux défensifs. L'arrivée de Klyman Vorochilov, le 11 juillet, intensifia les travaux. Les journées furent étendues à 12 heures sans pause, dans des conditions exténuantes. Simultanément, la physionomie urbaine commença à se modifier. Des sacs de sable furent installés devant les bâtiments emblématiques, les statues furent couvertes et des croix de papier furent placées sur les fenêtres. Selon Lydia Ginsburg, ces mesures donnaient à la ville une sensation de sécurité face à l'imminence,
Les autorités, cependant, maintinrent sous contrôle l'information. Les radios furent confisquées et seule l'émission via haut-parleur était permise. Lorsque Pskov tomba le 8 juillet, la presse le mentionna 4 jours plus tard. Les omissions générèrent des rumeurs qui circulèrent rapidement. Le scepticisme se refléta dans des phrases comme « Nous gagnons », mais il continue d'avancer. La censure déclencha un climat de suspicion. On évitait d'annoncer les arrêts dans les tramways et la police recevait constamment des dénonciations sur de supposés espions. Kochina relata des incidents de discrimination vestimentaire. La tension affectait aussi les liens familiaux. Le débat sur l'évacuation des enfants divisait de nombreuses familles. Les discours officiels ne générèrent pas de confiance. L'apparition de Jdanov fut vue avec indifférence et l'intervention radiophonique de Staline le 3 juillet parut insipide pour beaucoup. La répression restait active. Des personnes étaient arrêtées sans explication. Dans ce contexte, le gouvernement forma une armée du peuple composée de volontaires et de travailleurs. Finkelstein s'enrôla tôt, bien que dans de nombreuses usines on pressa les employés de s'enrôler. Les unités créées manquaient d'entraînement et de moyens. À la mi-juillet, avec l'arrivée des forces allemandes sur la Louga, certaines furent envoyées au front et furent décimées. Pendant ce temps, le 18 juillet, le système de rationnement alimentaire fut établi. Les cartes furent également retirées et l'évacuation de l'Ermitage commença. Le manque d'informations provoquait l'incertitude. Ryabinkin, un adolescent, commença à tenir un carnet où il notait sa routine. Sa mère l'avertit que, en cas de disparition, sa tante prendrait soin de lui. Cette même semaine commencèrent les vols de reconnaissance ennemie. Bien qu'il n'y eut pas de bombardement direct, les alarmes étaient constantes. Le 10 août commença une évacuation massive de femmes et d'enfants. Cependant, les trains d'évacués furent envoyés vers des zones menacées. Certains convois furent bombardés, comme à Litchkovo. Fedulov relata des scènes de dévastation. De nombreuses mères entreprirent des voyages pour secourir leurs enfants, sans garantie de les retrouver vivants. Le 25 août, le dernier service ferroviaire depuis Leningrad fut interrompu. La ville était complètement isolée. Kniazev critiqua durement les autorités dans son journal. Les réserves alimentaires étaient insuffisantes. Les gens sortaient à la campagne à la recherche de n'importe quelle ressource comestible. Jdanov émit des appels faisant appel au patriotisme des habitants. Le 1er septembre, le compositeur Dimitri Shostakovich annonça une nouvelle œuvre. Sa déclaration fut reçue avec émotion. En même temps, on improvisait des défenses. Barricades, canons réutilisés, structures rudimentaires. Ryabinkin écrivit un plan secret pour arrêter l'ennemi, signe de l'anxiété généralisée. Le 8 septembre, le siège commença. Les communications furent interrompues. Les rations diminuèrent à des niveaux critiques. Les incursions aériennes devinrent plus fréquentes. Plus de 15 000 bombes incendiaires tombèrent à ce mois-là. La population parlait de lumières étranges dans le ciel et de saboteurs. La ville entrait dans une nouvelle étape, marquée par la lutte quotidienne pour la survie. Avec l'arrivée du froid, le désespoir augmenta. Le commerce ferma et les gens échangeaient leurs biens contre de la nourriture. Kniazev, face au vide de pain dans son garde-manger, installa un crochet au plafond, reflet d'une ultime décision. Ainsi commença l'étape la plus dure pour Leningrad. Le siège ne cherchait pas seulement à asphyxier la ville militairement, mais aussi à la briser spirituellement. Les habitants faisaient face à une menace qui allait au-delà de l'ennemi visible. La faim, la peur et la désinformation devenaient des ennemis quotidiens. Terrain maudit, le piège de la Neva. À l'aube du 22 juin 1981, l'opérateur de signaux Mikhail Neistat remarqua une intense activité sur le télégraphe de Leningrad. Des messages urgents arrivaient du quartier général de l'armée rouge, sollicitant avec empressement le commandant militaire du district. N'étant pas présent, le chef d'état-major fut contacté. Il lut un télégramme confirmant l'imminence. Les troupes allemandes avaient franchi la frontière, donnant le coup d'envoi à l'offensive connue sous le nom d'opération Barbarossa. Le maréchal Timochenko, commissaire à la défense à ce moment-là, ordonna de déployer les troupes sans ouvrir le feu, reflet de l'incertitude régnante. Peu après, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une attaque frontalière, mais d'une opération militaire aux proportions énormes. Plus de 3 millions de soldats allemands, accompagnés de chars et d'aviation,
avançait de la mer Noire à la Baltique. Adolf Hitler avait planifié l'offensive depuis 1940 et la justifia comme une croisade contre le communisme. La stratégie, baptisée Barbarossa, fut développée par Friedrich Paulus et envisageait une guerre éclair qui démantèlerait l'Union soviétique en quelques semaines. Hitler ne considérait pas le pacte de non-agression signé avec Staline comme quelque chose de durable, et pour convaincre le haut commandement, il allégua une attaque soviétique imminente comme excuse pour l'assaut. Leningrad, symbole révolutionnaire et stratégique, fut l'un des principaux objectifs. Le groupe d'armées nord, commandé par Ritter von Leeb, reçut la mission de capturer la ville. Parmi ses forces figurèrent les armées de Küchler et Busch, ainsi que des divisions Panzer et la SS Totenkopf. Georg von Küchler, à la tête de la 18e armée et fervent défenseur du régime nazi, exécuta avec détermination les ordres d'exterminer les commissaires politiques soviétiques par le biais de l'ordre Kommissarбefehl. Dès les premiers jours de juillet, les troupes allemandes avancèrent rapidement vers le nord. Tandis que Reinhardt et Manstein brisaient la ligne Staline, les Einsatzgruppen commettaient des massacres dans les zones occupées, comme à Kaunas, avec la connaissance du commandement allemand. La Luftwaffe détruisait les colonnes soviétiques en retraite et rasait les routes d'approvisionnement. La défense de Leningrad fut confiée à Kliment Vorochilov, figure historique du régime communiste, mais sans capacité tactique adéquate. Au lieu de structurer une défense échelonnée, il opta pour ériger une unique ligne sur la rivière Louga, mobilisant des civils sans entraînement ni conditions de sécurité. Enfants, femmes et vieillards furent envoyés creuser des tranchées, tandis que les unités de l'armée rouge étaient mobilisées chaotiquement, souvent sans entrer en combat. À cette confusion s'ajoutaient des erreurs logistiques et l'inexistence d'une ligne de commandement cohérente. Vorochilov, sans préparation moderne, paria sur la création de bataillons d'arrière-garde et de milices populaires, armés de fusils de chasse, d'explosifs improvisés et même d'épées retirées des musées. Les besoins essentiels en artillerie et munitions restaient négligés. À cela s'ajouta sa décision de bloquer un convoi de nourriture envoyé par le ministère du Commerce, craignant qu'accepter l'aide puisse être interprété comme un signe de faiblesse. Les réserves furent redirigées et n'arrivèrent pas à destination. La pression du siège devenait de plus en plus insupportable. L'approvisionnement échouait et le moral s'effondrait. Les exécutions pour désertion augmentaient. Les journaux de soldats relataient des scènes de faim, de vol et de frustration face à un leadership stagnant. Les rations étaient réduites à des niveaux minimaux. Le 20 octobre, une autre tentative d'assaut pour briser le siège fut lancée. Malgré le déploiement de milliers d'hommes et de près d'une centaine de chars, l'artillerie allemande contint l'avancée avec facilité. Malgré le revers, Staline exigeait de nouvelles offensives. Avec l'arrivée de l'hiver, la situation empirait. La traversée de la Neva devint impossible à cause de la glace et la malnutrition s'aggrava. Jdanov impulsa la construction d'une ligne d'approvisionnement à travers le lac Ladoga. Cependant, les attaques depuis Nevski continuaient, sans avancée significative. On tenta même de renforcer la tête de pont avec des chars légers qui se révélèrent inefficaces. Les quelques-uns qui arrivèrent furent mis hors de combat ou détruits. En dernier recours, on envoya des opérateurs radio pour maintenir la communication avec les troupes piégées. Le 26 novembre, une dernière contre-offensive fut lancée. Sans soutien ni armement adéquat, des milliers de soldats furent envoyés à découvert. Le massacre fut inévitable. En réponse, on chercha des responsables. Le colonel Frolov et le commissaire Ivanov, qui refusèrent d'exécuter un ordre suicidaire, furent jugés et fusillés. Pendant ce temps, la population civile souffrait sous des bombardements constants. Les tentatives de fuite étaient repoussées sur ordre du haut commandement allemand. Les réserves alimentaires s'épuisaient. On creusait les sols gelés à la recherche de racines ou de tubercules. Dans certains secteurs, des cas de cannibalisme furent documentés. Depuis leur position, l'artillerie allemande bombardait la ville sans pause. Écoles, hôpitaux et logements étaient des cibles fréquentes. Les soldats allemands avaient pour instruction de tirer sur les civils qui tentèrent de s'échapper. Le 13 décembre, le haut commandement allemand conclut que la résistance ne durerait pas beaucoup plus longtemps. L'espoir était que la population succombe lentement par inanition. La tête de pont de Nevski devint le symbole du sacrifice soviétique. Des milliers de vies furent taillées, perdues dans des tentatives futiles de briser le siège.
La pression sur la ville ne cédait pas. Ce morceau de terre, saturé de corps et de feu, condensait le drame de Leningrad, une lutte féroce sans horizon immédiat, où chaque tentative de résister coûtait des centaines de vies, et cela ne suffisait toujours pas à ouvrir une brèche. Leningrad congelé, la ration minimale. Durant décembre 1941, Axel Reichardt, scientifique de l'Institut zoologique de Leningrad, continua à se concentrer sur son œuvre sur la faune soviétique, malgré la faim qui l'affaiblissait jour après jour. Spécialiste des coléoptères, il avait consacré sa vie à l'étude des insectes. Bien que sa santé se détériorât, il persistait dans ses recherches, enregistrant méticuleusement chaque observation. Il avait été arrêté en 1938 par le NKVD avec d'autres collègues aux noms étrangers, bien qu'il fût libéré un an plus tard et put reprendre son travail. Âgé de 50 ans au début du siège, Reichardt alternait ses tâches entre protéger sa collection, surveiller depuis le toit de l'Institut et continuer à écrire. Il maintenait un système rigoureux de travail avec des carnets de notes et de l'encre de Chine, notant même les interruptions provoquées par les obus. En décembre, il laissa écrit « Si je ne meurs pas de faim, j'y arriverai ». Peu de temps après, il fut retrouvé mort dans son bureau, vêtu avec soin. La ville souffrait d'une famine croissante. Elena Kochina, mariée peu avant l'invasion, relatait dans son journal les changements que le siège provoqua chez son mari, Dima. Initialement affectueux, il commença à montrer des signes de détérioration morale. Il vola de la nourriture, attaqua un enfant et développa des stratégies pour subtiliser du pain. Elena l'observait avec crainte, car la décadence de celui-ci reflétait la décomposition de la ville. Dans ses écrits, elle décrivit des scènes de pillage, de violence et de désespoir. Des rapports allemands confirmaient que la population ne répondait plus aux alarmes d'artillerie et que les personnes tombaient de faim dans les rues. L'aide mutuelle devenait irréalisable à cause de l'épuisement général. Le commandement de la 18e armée interdit à ses troupes de parler de la famine pour éviter une crise morale. Cependant, beaucoup de soldats savèrent ce qui se passait. Au milieu de la souffrance, les théâtres offraient un refuge émotionnel. Le théâtre de comédie musicale devint un espace d'évasion. Malgré les conditions extrêmes, acteurs et musiciens continuaient à se présenter. Nikolaï Roudachevski et Tamara Salnikova relatèrent comment ils vivaient et dormaient au théâtre pour pouvoir continuer à jouer. Même lorsqu'un acteur mourut pendant l'entracte, le reste de la troupe décida de continuer pour le public. L'Institut de génétique végétale fut aussi le théâtre de résistance. Ses employés protégèrent une vaste collection de graines et de tubercules. Bien qu'ils mourussent de faim, ils ne touchèrent pas aux réserves. Ils pensaient aux générations futures. Dans les rues, les actes de solidarité alternaient avec ceux d'égoïsme et de désespoir. Zoya Taratinova, une adolescente, réussit à protéger un chargement de pain avec l'aide de la foule. Le cadeau d'un plat de blé par des connaissances anima la famille d'Andrei Kroukov. Mais il y eut aussi des vols, des pillages et une indifférence croissante envers la souffrance d'autrui. Le musée de l'Ermitage, bien qu'appauvri, restait actif grâce à l'énergie d'un générateur naval. Alexandre Boldyrev, l'un de ses travailleurs, décrivait la pénurie de nourriture et de combustible. Le froid devenait insupportable et les réserves de nourriture étaient insuffisantes. Les registres personnels de citoyens comme Iouri Bodunov, Iouri Ryabinkin et Elena Skryabina témoignent d'une détérioration physique alarmante. À la mi-janvier, les décès atteignaient des chiffres astronomiques. Le NKVD rapportait des cas de cannibalisme, des vols de pain et un désespoir généralisé. Le cannibalisme était jugé par des tribunaux militaires et des sentences étaient exécutées. Popkov, maire de Leningrad, tenta de tranquilliser la population avec des discours optimistes, mais le mécontentement grandissait. Beaucoup de fonctionnaires s'étaient évacués et les inégalités dans la répartition des aliments étaient notoires. Des cantines exclusives comme la cantine numéro 12, destinée aux hauts responsables, recevaient de généreux approvisionnements, tandis que le reste de la population souffrait de la faim. Malgré tout, les gestes de compassion se multipliaient. Des collectifs de voisinage s'organisaient pour survivre ensemble, partageant les ressources et se soutenant mutuellement. Alexandra Choustova décrivit comment son groupe restait uni en cuisinant et en s'aidant.
Anatoly Molchanov soulignait l'importance d'avoir des leaders au sein de ces collectifs qui veillaient au moral de tous. À l'Institut d'architecture, Nikolaï Baranov participa à une réunion où l'on parla de l'avenir de Leningrad comme un acte de résistance symbolique. Les espoirs de reconstruction maintenaient vivant l'esprit de certains. Pendant ce temps, les Allemands analysaient la possibilité d'utiliser du gaz toxique, mais ne disposaient pas de l'armement nécessaire. L'inanition restait leur stratégie principale. Fin janvier, les rapports indiquaient que les morts s'accumulaient dans les cours et les rues. La glace empêchait de les enterrer et on les laissait empiler. Dans des hôpitaux comme l'Alexandrovskaya, plus d'1 millier de cadavres s'accumulaient. Les enfants étaient particulièrement vulnérables. La variole s'ajoutait aux causes de décès. Les autorités augmentèrent les rations, mais la répartition était si déficiente que le pain n'arrivait pas. La ville traversait son pire moment. Au milieu de cette tragédie, des histoires d'humanité continuaient à surgir. Une femme partagea du pain avec un homme évanoui. Des enfants furent sauvés par des mères qui sacrifiaient le peu qu'elles avaient. Des collectifs de voisinage prenaient soin de leurs membres. Mais il y eut aussi ceux qui s'effondrèrent moralement. Un architecte expulsa sa femme et sa fille pour garder leurs rations. Faina Viktorovna, une sage-femme, accepta de la nourriture en échange d'avortements, accumula des provisions et refusa d'aider des voisins affamés. Fin janvier, la dernière station de pompage cessa de fonctionner. La population extrayait l'eau de la rivière en formant des chaînes humaines. Bien que les autorités annonçassent de nouvelles rations, elles savaient qu'elles ne pourraient pas tenir leurs promesses. La ville était entrée dans sa phase la plus critique. Leningrad, bien qu'au bord de l'effondrement, résistait encore. Janvier noir, le mois le plus cruel du siège. Le 28 janvier 1942, sous le fracas constant de l'artillerie allemande, Nikolaï Gorchkov décrivit dans son journal la situation désespérée à Leningrad. La température avait chuté à 45 degrés au-dessous de zéro, avec un vent implacable du nord-est. Les bombardements allemands provoquaient des incendies constants dans la ville, aggravés par des poêles défectueux mal installés dans les bâtiments. De nombreux immeubles hauts brûlaient sans contrôle. Le corps des pompiers était inopérant. Le manque d'eau rendait impossible toute tentative d'extinction. Gorchkov relata que, sans espoir de préserver leur foyer, les voisins jetèrent leurs biens par les fenêtres dans l'espoir de sauver quelque chose. Vladimir Zant, un enfant de 14 ans, illustrait le siège. Il dessina une maison détruite par un obus, des citoyens extrayant de l'eau de la rivière Neva et un bâtiment en flammes sur l'avenue Ligovski. Sous cette dernière image, il écrivit « Personne ne peut fuir ». Les incendies s'étendaient pendant des jours. Dmitri Likhachev se souvenait que les poêles improvisés causaient des tragédies fréquentes et les résidents affaiblis pouvaient à peine réagir. Une fois, une bombe incendiaire perfora un bâtiment de l'avenue Suvorovski, effondrant l'escalier et déclenchant le feu. Piégés, certains choisirent de se jeter par les fenêtres. La promesse d'augmenter la ration de pain devint cruelle. Le jour prévu pour sa mise en œuvre, les boulangeries fermèrent par manque d'eau. Elena Kochina relata comment ceux qui pouvaient encore marcher formèrent une chaîne humaine depuis la Neva jusqu'à une boulangerie, se passant des seaux d'eau glacée. Malgré l'effort, à peine du pain fut produit. Vera Inber écrivit angoissée « Il n'y a pas d'eau. Si les boulangeries ferment, ne serait-ce qu'un seul jour, que se passera-t-il » Le 26, Inber confirma la continuité du désapprovisionnement. Kochina nota également que l'approvisionnement alimentaire avait cessé complètement. Des personnes s'évanouissaient ou mouraient dans les files. Malgré tout, l'élan d'aider persistait. Ludmila Anopova décrivit comment des voisins descendaient des traîneaux et des seaux à la Neva pour charrier de l'eau. Parmi les cadavres vêtus ou couverts de couvertures, les efforts étaient vains. Cette nuit-là, Elena Skrijabina écrivit « Aucune boulangerie n'a rempli son quota ». Le 27 janvier, Alexandre Boldyrev exprima que sa seule lutte était pour survivre. La rivière Fontanka était contaminée et il ne restait plus de cigarettes. La crise révélait la part la plus sombre des personnes. Lydia Okapkina avait déménagé avec ses enfants chez une connaissance. Peu de temps après, l'hôtesse consommait ses rations immédiatement et finit par lui voler le peu de nourriture qu'elle avait. Finalement, elle lui avoua avoir perdu ses cartes de rationnement. Okapkina retourna à son logement. Avec ses enfants, ils brûlaient de vieux meubles et cherchèrent du charbon. Vaincus par la faim,
Elle s'agenouilla pour prier, demandant une mort rapide et conjointe. Le lendemain, un soldat de l'armée rouge frappa à sa porte avec un paquet envoyé par son mari. Il contenait du riz, de la semoule et des biscuits. Ce jour-là, les incendies continuèrent. Le pain n'arrivait toujours pas. À 3 heures du matin, des files interminables se formèrent déjà. Beaucoup ne se rendèrent pas aux usines. Dans les cantines, la soupe s'épuisait rapidement. Les rues étaient désertes, sauf pour les attroupements devant les magasins. Sans électricité, les ouvriers attendaient inutilement sa reprise. Gorchkov signalait que plusieurs secteurs brûlèrent sans contrôle. Les rumeurs d'attaques et de cannibalisme se multipliaient. Les autorités paralysées. Igor Tchaïko notait que la ville avait atteint un point de rupture. Les nouvelles cartes de rationnement prévues pour la fin du mois n'avaient pas été distribuées, ce qui fut fatal pour beaucoup. Vassili Vladimirov, âgé de 17 ans, commença son journal après la mort de son frère Boris. Il décrivait une ville sans lumière, sans chauffage, sans eau. Ils utilisaient de la colle et du cuir bouilli comme nourriture. Les fenêtres brisées étaient bouchées avec du carton. En sortant, ils tombaient sur des corps gelés. On estimait que jusqu'à 20 000 personnes mouraient par jour. Le régime alimentaire, dépourvu de graisse, dévastait la santé. Boris, après avoir reçu un morceau de pain d'un médecin, ne put le digérer. La soupe était de l'eau avec de la farine. Le 27 janvier, il n'y eut pas de pain. Le 28, sa mère passa 19 heures dans la file sans obtenir de nourriture. Le 29, le thermomètre marqua moins 41 degrés Celsius. La soupe ne contenait que de la colle et du riz, le thé, de l'eau salée. Sans bois de chauffage, Vladimirov écrivit « Nous allons mourir de faim et de froid ». Ce même jour, Jerry Rostov, âgé de 9 ans, dessina un couteau coupant du pain. En bas, il écrivit « J'ai très faim ». Vera Inber observa que toutes les clôtures avaient été arrachées pour le bois de chauffage. Seuls restaient debout des bouleaux et des tilleuls centenaires. Un rapport secret du NKVD confirmait que l'augmentation de la ration de pain n'améliorait pas la situation. Le manque d'eau, d'électricité et de combustible minait le moral. La censure recueillait des critiques de plus en plus sévères. Une lettre interceptée disait « Leningrad est maintenant un dépositoire. Les rues sont des avenues de mort. Tout est paralysé. » Entre le 25 janvier et le 15 février, les envois postaux depuis Leningrad furent suspendus pour éviter que la vérité n'atteigne l'extérieur. Dans les files pour le pain, les commentaires étaient amers. Au Smolny, les dirigeants avaient de la nourriture chaude, de l'électricité et du chauffage. Un boulanger, Céline, relata que les fonctionnaires évitaient les files. Jdanov fut mentionné directement. Un comptable du théâtre de la comédie musicale commenta « Jdanov prend son petit déjeuner avec du chocolat au lit pendant que nous mourons de faim. » Le dirigeant souligna la phrase et demanda de sanctionner le responsable. Les autorités concentrèrent leurs efforts sur la répression de la dissidence. Le 29 janvier, le NKVD informa de l'arrestation de travailleurs d'une clinique, accusés de diffuser des informations sur les décès et les maladies. Le 31 janvier, Alexandre Boldirev écrivit que ses jambes ne répondaient plus et que le lendemain, il n'y aurait pas non plus de pain. Des traîneaux transportaient plusieurs cadavres simultanément. Alexandra Ivanova, après avoir perdu son père, 3 neveux et une tante, les emmena au cimetière. Elle ne trouva pas de cercueil et couvrit son père d'une chemise. Igor Tchaïko relatait que les corps, enveloppés dans des tissus colorés, étaient déposés dans la neige pour que les équipes de ramassage les localisent. Cette récolte de couleurs devint habituelle. Certaines mères portaient dans leurs bras leurs enfants décédés avec une dignité bouleversante. Tamara Zaïtseva se souvenait qu'on faisait bouillir des livres et qu'on mâchait des ceintures. Dans son quartier, une mère dévora sa fille. Matsundakov se souvenait de sa mère ramassant les miettes avec le doigt sur la table. Sofia Bouriakova rendait visite quotidiennement à son frère, qui se rétablissait. Le 30 janvier, il lui demanda de ne pas manquer. Mais son fils, en permission du front, arriva inopinément, et elle n'y alla pas. En revenant, elle apprit que son frère était mort. Elle soupçonna qu'il avait été assassiné pour ses cartes de rationnement. Le 31 janvier, Igor Tchaïko gisait au lit, sans force. Un ami marcha des kilomètres dans la neige pour lui apporter de la nourriture.
Le personnel sanitaire continuait de parcourir les foyers à la recherche d'enfants orphelins. Un médecin trouva dans une chambre glacée 3 corps, une femme, un adolescent et un bébé. Une fillette, la seule survivante, tentait de réanimer sa mère avec une serviette. Le 4 février, Mikhail Nozirev écrivit que la ville avait perdu tout trait de civilisation. Les morts s'accumulaient et la nourriture s'obtenait par des moyens innommables. Malgré tout, il tenta de sauver un homme évanoui. À l'hôpital, il fut témoin de l'horreur, jardins et couloirs remplis de cadavres, personnel insensible. Il conclut dans son journal « Aujourd'hui, j'ai compris le sens du mot « horreur ». La ligne mince, répartition, évasion et ruine. Dans les premiers jours de décembre 1942, une route provisoire fut tracée sur la surface gelée du lac Ladoga, destinée à connecter Leningrad au territoire contrôlé par le reste de l'Union soviétique. Cette route d'urgence, habilitée par l'armée rouge, permit le transport de fournitures essentielles vers la ville et la sortie partielle de civils. Bien qu'elle fût plus tard commémorée comme le chemin de la vie, ces premières semaines ne réussirent pas à inverser l'effondrement alimentaire qui frappait la population. Construite sous des températures extrêmes, la route commençait au point ferroviaire proche de Tikhvin et s'étendait jusqu'au port d'Ozinovets, sur la rive ouest du lac. De là, les cargaisons étaient transférées à des camions et des traîneaux qui traversèrent la glace en direction de la ville assiégée. Le trajet inaugural se révéla tragique. 157 véhicules furent détruits par la glace ou par des attaques ennemies. Les conducteurs laissaient les portes ouvertes pour s'échapper en cas de chute, ce qui les exposait également aux bombardements aériens, car ils devaient maintenir les lumières allumées pour s'orienter dans l'obscurité. À mesure que l'hiver avançait, l'organisation et l'efficacité du transport s'améliorèrent. Fin décembre, environ 4000 véhicules arrivaient chaque jour avec approximativement 700 tonnes de chargement. En janvier, le volume quotidien de fournitures doubla. Vera Rogova, responsable de la régulation du trafic sur la glace, relata qu'il n'existait pas d'abri pour le personnel et que les tours de travail étaient continus. Malgré les normes exigeant de maintenir une distance entre les véhicules, beaucoup avançaient groupés pour assurer la plus grande quantité de livraison possible. Ivan Krylov, chargé de l'embarquement sur la rive orientale du lac, décrivit des journées entières à décharger des sacs de grains, de sucre et des bidons de combustible sous un feu constant. Selon ses mots, il savait que chaque charge déchargée représentait une ration de subsistance pour des milliers de personnes piégées à Leningrad, où le pain quotidien atteignait à peine 125 grammes. Bien que la capacité de transport augmentât, la distribution dans la ville n'était pas équitable. Mi-février, lorsque la voie permettait l'entrée de 3000 tonnes quotidiennes, persistaient les dénonciations pour détournement d'aliments. Dans les files, on murmurait que les entrepôts du parti étaient approvisionnés, tandis que la population continuait de s'effondrer. Certains travailleurs de l'État furent accusés de stocker des provisions en secret. L'évacuation des civils, planifiée depuis début décembre, avait été reportée. L'idée initiale consistait à retirer 5000 personnes par jour à partir du 10 décembre, mais après une réunion avec Staline, Jdanov suspendit l'opération, arguant qu'une sortie massive pourrait être interprétée comme un signe de faiblesse. Ce n'est qu'en février 1943, avec l'offensive militaire stagnante et les températures stabilisées, que le transfert de population reprit. Pavel Luknitsky, chroniqueur officiel, accompagna l'un des premiers convois de sortie. À la différence des véhicules qui entraient avec discipline, ceux qui partaient transportaient des passagers désespérés, beaucoup d'entre eux sans autorisation formelle. Dans les tronçons les plus éloignés du contrôle militaire, certains civils offraient des vivres ou des vêtements chauds en échange d'une place dans les camions. D'autres tentaient d'avancer à pied, s'exposant à des crevasses cachées ou à des mines camouflées dans la neige, placées par la Luftwaffe. La différence de conditions entre les évacués généra également des tensions. Tandis que certains étaient transportés dans des véhicules chauffés, la majorité voyageait dans des camions ouverts. Elena Skriabina relata comment, durant le trajet, plusieurs passagers décédèrent d'hypothermie. Lors d'un incident, un enfant perdit connaissance en observant comment d'autres mangeaient sans partager la moindre nourriture. Elena Kochina nota avoir entendu des employés du système logistique se vanter des réserves disponibles, étrangers à la souffrance dont ils étaient témoins. Aux points médicaux du trajet,
Des volontaires comme Olga Melnikova s'occupaient de femmes dénutries et d'enfants qui arrivaient sans force pour pleurer. Beaucoup d'enfants tombaient du véhicule au moindre soubresaut, et certains étaient retrouvés déjà sans vie. Aux survivants, on offrait une boisson chaude, des couvertures et une assistance de base. Parfois, un peu de thé et quelques biscuits suffisaient à les réanimer temporairement. Les trains qui partaient de la rive orientale transportaient aussi bien des vivants que des morts. Les sanitaires frappaient au compartiment pour retirer les cadavres avant de reprendre le trajet. Malgré les risques, des milliers s'inscrivaient quotidiennement dans l'espoir d'être évacués. Ce ne fut pas avant la seconde moitié de février que l'on commença à observer des améliorations dans la distribution interne. L'apparition de charcuteries et de viandes transformées dans certains établissements chercha à calmer le mécontentement. Cependant, les critiques ne cessaient pas. Certains membres du parti exprimèrent leur désaccord avec la gestion. L'artiste Ivan Grouzdev dénonça la dissimulation d'aliments et la peintre Anna Ostromova manifesta publiquement son indignation face aux priorités de distribution. En contraste avec ces plaintes, surgirent des actions qui reflétaient le désir de résister. Anatoly Molchanov mentionna que, même au milieu du froid et de la pénurie, certains retrouvaient soudainement de la force. Olga Simanovskaya, enseignante dans un foyer pour enfants, créa des routines de lecture et de poésie que les enfants commencèrent à suivre avec enthousiasme. Malgré l'épuisement, la répétition de ces habitudes leur donnait une illusion de normalité. Le docteur Mikhail Tchernoroutsky, qui assistait les patients les plus graves, nota que ceux qui maintenaient des pensées positives ou s'accrochaient à de petits espoirs montraient une plus grande résistance. Un exemple fut le cas de Tania Utkina, une fillette qui réussit à se ressaisir au bord de l'effondrement après s'être accrochée au souvenir de sa sœur cadette. Depuis les studios de radio dans des conditions minimales, Olga Bergholtz récitait des poèmes d'une voix affaiblie mais ferme. Bien que son mari fût mort d'inanition, elle continua à transmettre. Ses paroles, souvent le seul message de réconfort pour beaucoup, maintenaient vivante la connexion émotionnelle entre les citoyens. La jeune Elena Martila, artiste en convalescence, décida de peindre un autoportrait à un moment d'extrême faiblesse. Elle considéra son effort comme une affirmation de vie. Quelques jours plus tard, elle commença à montrer des signes d'amélioration. D'autres, comme Alexandra Ivanova, centraient leur énergie sur l'aide aux voisins malades. Andrei Kroukov, survivant d'une évacuation frustrée, se consacra à reconstruire le peu qui restait de son logement pour protéger sa famille. Peter Tsvetkov, un enfant de 5 ans, reçut de sa mère un morceau de pain avec du sucre. Bien qu'il ne pût mâcher, la douceur de l'aliment provoqua en lui une étincelle de réaction. Ce simple acte symbolisa ce que des milliers d'habitants tentèrent chaque jour, résister un peu plus. Tandis que l'artillerie allemande ne cessait pas et que les fournitures restaient insuffisantes, la ville demeurait debout. Le chemin sur la glace ne fut pas un salut garanti, mais il offrit une possibilité. Autour de lui s'articulèrent des actes de courage, de sacrifice et de décision, entrelacés dans le complexe tissu de survie qui définit cet hiver. Entre mars et août 1942, nettoyage, contrôle sanitaire et réactivation culturelle. Par une matinée glaciale de fin février 1942, Lydia Okapkina avançait sur la rive de la Neva, se frayant un chemin dans la neige poussée par le vent. Ce qui fut autrefois une ville animée montrait maintenant des bâtiments semi-détruits avec des fenêtres brisées et des trous noirs comme des orbites vides. Certains immeubles, bien que partiellement effondrés, étaient encore habités. Dans l'un d'eux, un incendie était actif depuis 3 jours, supposément causé par un poêle improvisé. Autour de lui s'entassaient des meubles et des objets personnels sauvés du feu. La perspective Nevski, artère principale de Leningrad, apparaissait couverte de neige, avec à peine de passants ou de transports. Les constructions étaient endommagées et murées, tandis que trolleybus et tramways gisaient inertes sous une couche blanche. Elena Martilla décrivit ce scénario comme un silence absolu, interrompu seulement par le pouls lointain d'un métronome qui sortait des haut-parleurs accrochés au coin des rues. Ce son constant évoquait le rythme vital d'une ville qui refusait de se rendre. Le soldat de l'armée rouge, Sergueï Miliaev, en visitant Leningrad, se trouva face à une cité couverte de deuil, rues sombres, cadavres visibles et un silence pénétrant.
Cependant, il nota sur les visages émaciés des citoyens une détermination incorruptible. Malgré les récits effrayants qu'il entendit, il sentit que Leningrad livrait une bataille pour rester en vie. Le 18 février, Nikolai Gorchkov enregistra l'émergence de maladies digestives, y compris des diarrhées chroniques, parmi une population déjà affaiblie. On rapportait des cas de typhus, exacerbés par le manque d'hygiène et de savon, dont la distribution avait été suspendue ce mois-là. La quarantaine fut décrétée face au risque de propagation. Peu après apparut une épidémie de dysenterie. Nadia Makarova, dans une lettre angoissée, raconta la perte de sa mère et de 2 de ses enfants en quelques jours. Elle décrivait les ravages d'une maladie provoquée par la combinaison de malnutrition extrême et de contamination de l'eau, aggravée après l'effondrement du système d'égout. Anna Ostrumova estimait entre 20 000 et 25 000 les décès quotidiens. Olga Freidenberg résumait cela comme une vague de mort incontrôlable. Slavik, un jeune homme, écrivait à sa tante relatant comment maintenant aux bombes et à la faim s'ajoutaient les infections. Le père de Dmitri Likhachev mourut le 2 mars. En transportant son corps, il fut témoin de camions remplis de cadavres congelés, certains debout, comme s'ils avaient été pétrifiés en pleine action. Les fosses communes se multipliaient, creusées par des excavatrices. Makarova réussit à faire enterrer sa mère aux côtés de ses enfants, payant avec le peu de nourriture qu'elle avait. Les fossoyeurs, épuisés et débordés, jetaient les corps sans ménagement. Ivan Yakushine vit comment le cadavre de son oncle était sorti d'un cercueil improvisé et jeté sur une pile de morts. Sofia Bouriakova observa comment des ouvriers piétinèrent les corps en déposant de nouveaux défunts, et en sortant du cimetière, elle croisa le cadavre d'un homme congelé avec une cigarette à la bouche, pointant vers les fosses. La souffrance mena certains au bord de la folie. Makarova craignait de perdre tous ses enfants et se sentait à la limite. Le cannibalisme resurgit. Valentina Rothman, âgée de 12 ans, trouvait des corps avec des parties mutilées en les retirant des logements abandonnés. Les failles dans la conduite militaire étaient visibles. Les milices, composées d'adolescents, combattaient sans préparation réelle, tandis que les commandants manquaient d'instructions claires. Les évacuations de civils se réalisaient sans coordination. Ceux qui parvenaient à entrer dans la ville n'accédaient pas aux cartes de rationnement, restant hors du système de distribution alimentaire. La situation empirait rapidement. Le 8 août, les forces allemandes traversèrent la ligne de la Louga et le 20 du même mois prirent Tchoudovo. 10 jours plus tard, Mga tomba, coupant les dernières lignes ferroviaires vers Leningrad. Le 8 septembre, l'occupation de Klisselbourg scella le siège. La ville était complètement isolée par voie terrestre. Depuis le nord, les forces finlandaises, alliées de l'Axe, renforcèrent le blocus. Ce même jour, un bombardement aérien rasa les entrepôts de vivres de Badaïev, détruisant des milliers de tonnes de réserves. Les flammes furent visibles depuis tous les coins de la ville. Les rations furent réduites au minimum et une famine sans précédent commença. L'offensive aérienne et terrestre se combina avec une stratégie d'extermination par inanition. Le haut commandement nazi décida de ne pas occuper Leningrad, mais de la laisser mourir lentement. L'approvisionnement en nourriture des zones occupées fut suspendu et l'ordre fut donné de tirer sur tout civil tentant de fuir. Pendant ce temps, Staline, conscient de la gravité de la situation, remplaça Vorochilov par Georgi Zhukov le 11 septembre. Le changement fut précédé par un rapport signalant les déficiences tactiques du commandement précédent. Utilisation inefficace de l'artillerie, déploiement chaotique et dépendance de milices sans ressources. Vorochilov quitta la ville en avion cette même nuit. Malgré le désastre, il ne fut ni jugé ni puni, en raison de sa proximité avec Staline. Ce n'était pas la première fois que Vorochilov montrait des failles de ce type. Durant la guerre d'hiver contre la Finlande, initiée en 1939, sa gestion s'était déjà révélée inefficace. Il ignora les alertes logistiques et refusa l'armement moderne aux troupes, rejetant les propositions de manœuvres stratégiques. Lorsque le front stagna, il fut remplacé par Timochenko, qui réussit à briser la résistance finlandaise et à forcer un armistice. Cependant, Vorochilov organisa des célébrations à Leningrad, récompensant des unités qui n'avaient même pas participé au combat. Après ce conflit, il attribua les erreurs à des rapports erronés qu'il avait lui-même ignorés.
Son rôle durant les purges militaires des années 30, où il soutint l'élimination de commandants professionnels comme le maréchal Tukhachevski, avait contribué à la détérioration de la capacité de l'armée rouge. Le manque d'officiers compétents en 1941 fut l'une des causes de la rapide désorganisation face à l'avancée allemande. La combinaison de décisions erronées, de négligences logistiques et de purges internes aboutit à une défense faible et improvisée à un moment clé. Les conséquences furent immédiates. La ville fut isolée, sans réserve, sans évacuation adéquate et avec des milliers de civils piégés. Le siège de Leningrad commençait dans les pires conditions possibles. Ce même jour, Vladimir Zant cessa d'inclure une corde dans ses dessins de la ville. Il montrait maintenant des tramways en marche et écrivit « La ville revit ». Un prisonnier allemand avoua qu'il perdit foi en Hitler lorsqu'il entendit le tramway circuler le 15 avril. Mais les soldats du front affrontaient encore des conditions extrêmes. À la tête de Pont de la Neva, une unité réduite résistait depuis l'hiver, isolée et sans communication. Alexandre Sokolov fut choisi pour traverser la rivière et demander des renforts. Bien qu'il y parvint, il reçut l'ordre de résister jusqu'en mai. Le 27 avril, ils furent délogés par l'ennemi. Sur le champ de Mars, on sema des pommes de terre et des choux. La population ramassait des herbes sauvages. Igor Tchaïko décrivait des enfants partageant des touffes d'herbe à travers les clôtures. La ville se réveillait d'un cauchemar hivernal. Véronika Nikandorova sortit avec son frère chercher de la nourriture parmi les champs minés. Ils ramassèrent des carottes et des choux qu'ils ramenèrent à la maison pour préparer une soupe. Alexandre Fadeyev trouva des enfants qui ne parlaient ni ne jouaient. Dans une garderie, il vit une fillette garder une partie de son pain pour se souvenir de sa mère. Tania Savicheva, dans son journal, nota la mort de tous ses proches. À la fin, elle écrivit « Il ne reste que Tania ». Elena Martia l'a connue. Tania s'accrochait à une plante flétrie qui lui rappelait sa famille. Elle se balançait à côté d'elle, piégée dans une transe. Nina Zakharina, enseignante, commença à remarquer une atmosphère différente. Le 6 mai, elle cuisina des pissenlits et le 10 célébrait la régularité des tramways. Likhachev planta des radis dans une table renversée près de la fenêtre. Bien que les bombardements continuassent, la vie reprenait son cours. Zakharina évacua des enfants par le lac Ladoga, mais vit comment une explosion atteignit le bateau. Des bonnets flottaient jusqu'à la rive. Le 29 mai, entre les obus, le printemps persistait. Le lendemain, des femmes s'asseyaient sur des bancs ou ouvraient les fenêtres. Certaines se maquillaient. Inber vit fleurir des citronniers dans le jardin botanique. La puanteur persistante était atténuée par leur parfum. En juin, Igor Tchaïko trouva de l'espoir dans la nature. Il ramassait des herbes et des fleurs, se sentant nourri par la terre. Alexandra Amosova sentit aussi l'impulsion d'embrasser le sol qui leur donnait subsistance. La culture se transforma en bouée de sauvetage. Les gens échangeaient leur nourriture contre des billets de concert. Galina Vishnevskaya chantait à l'opéra et décrivait le public avec des manteaux et l'haleine visible dans la salle froide. Igor Tchaïko appréciait les concerts. Babinskaya célébrait la réouverture des cinémas et des jardins musicaux. Pavel Goubchevski, auparavant indifférent, valorisait maintenant l'effort derrière chaque représentation. En juillet, Peter Kotelnikov visita une exposition de peinture. Il s'émerveilla que, même assiégés, ils organisassent des expositions artistiques. Maria Yudina souligna le lien entre l'artiste et le public comme un antidote contre l'horreur. Alexandra Ivanova, après avoir perdu sa famille, dirigea une chorale de 40 voix pour les soldats. Lydia Tager, en contraste, organisa un concert pour l'élite, obligeant des danseurs malades à se produire. Dans un hôpital, Alochka Ivanova, âgée de 9 ans, dansa « La mort du cygne » pour les blessés. Sans musique, elle fredonna la mélodie tout en titubant. Avec effort, elle termina sa prestation et s'évanouit sous les applaudissements. En mars, Karl Eliasberg décida d'interpréter la 7e symphonie de Shostakovich dans la ville assiégée. Avec des musiciens faméliques, il commença les répétitions. Des renforts furent nécessaires, même depuis le front. Avec discipline et ténacité, il réunit un orchestre capable de répéter à la Philharmonie. Le 9 août, elle fut présentée devant un public de soldats et de civils. La symphonie résonna également à la radio. Les auditeurs, dans les tranchées et à la maison, furent émus. La salle se leva pour applaudir. Eliasberg, ému, reçut un bouquet d'une fillette.
La ville, une fois de plus, résistait à travers la musique. De la défense à l'avancée, Govorov et l'ouverture du corridor de Ladoga. Au début d'avril 1942, le front de Leningrad reçut comme nouveau commandant le lieutenant-général Léonid Govorov. Son choix attira l'attention, car il ne se distinguait ni par des gestes grandiloquents, ni par une présence intimidante. De caractère réservé et aux gestes rares, il lançait souvent le mot « fainéant », presque comme un tic, une habitude héritée de ses jours dans l'armée tsariste. Bien qu'il pût paraître distant, il démontrait une préoccupation constante pour ses troupes. Âgé de 45 ans et doté d'une remarquable carrière dans l'artillerie, Govorov avait participé à la guerre civile russe, d'abord dans le camp blanc puis dans le rouge, gagnant l'ordre du drapeau rouge pour sa défense en Crimée. Son expérience se consolida durant la guerre d'hiver contre la Finlande, où il dirigea les bombardements qui brisèrent la ligne Mannerheim et plus tard dans la défense de Moscou. Malgré son profil technique, il ne s'affilia au Parti communiste qu'au milieu de l'année 1942. Son arrivée coïncida avec une situation désespérante. Les forces soviétiques à Leningrad souffraient de faim, de maladies et d'un moral très bas. Pendant ce temps, l'ennemi se renforçait. Le groupe d'armée Nord, désormais sous le commandement du général Georg Küchler, préparait une grande offensive aérienne. Le 5 avril, anniversaire de la victoire d'Alexandre Nevsky, la Luftwaffe lança une attaque massive appelée « Opération frappe de glace ». Des essais méticuleux avaient été réalisés pour identifier les navires soviétiques piégés dans la glace et leurs positions exactes. Malgré les efforts de Govorov pour renforcer les défenses, l'offensive causa de sévères dommages à la flotte de la Baltique. Presque au même moment, une offensive soviétique à Lyuban échoua, laissant exposer la deuxième armée de choc qui fut encerclée et anéantie. Après la capture de son commandant, Andreï Vlasov, Hitler promut Küchler au rang de maréchal. Suite à ce désastre, Govorov conclut que le nombre élevé de pertes soviétiques était dû à des attaques mal coordonnées et sans soutien suffisant d'artillerie. En réponse, il augmenta les réserves de munitions, améliora les points d'observation et tripla la dotation d'obus par batterie. Il s'opposa également fermement à la reprise d'offensive comme celle de la tête de pont de Nevsky, qu'il considérait comme un sacrifice inutile. Le 9 août, avant le concert de la 7e symphonie de Tchostakovitch à la Philharmonie, Govorov ordonna un intense bombardement pour neutraliser l'artillerie allemande et éviter les interruptions. Il disposa que la musique soit retransmise tant pour les soldats soviétiques que pour les troupes ennemies. Pendant ce temps, dans le sud du front oriental, la chute de Sébastopol poussait Erich von Manstein à préparer une offensive contre Leningrad. Son plan consistait à pénétrer depuis le sud, encercler la ville et l'isoler complètement. L'attaque fut planifiée pour août. Face à ce risque, le haut commandement soviétique approuva une stratégie alternative, lancer une offensive à l'est du lac Ladoga pour briser le siège. Govorov attaquerait depuis la Neva, tandis qu'un autre front le ferait depuis l'est. Le 27 août, tandis que Manstein analysait la ville depuis le sud, l'artillerie soviétique ouvrit le feu et donna le coup d'envoi à l'opération. Les attaques soviétiques des deux côtés du corridor gagnèrent du terrain, réduisant la distance entre leurs forces à moins de 7 km. Alarmé, Hitler ordonna à Manstein de prendre le contrôle total du secteur et annula l'offensive sur Leningrad. En septembre, les affrontements continuèrent sur des terrains marécageux. Bien que la Wehrmacht résistât, la menace directe sur la ville s'était dissipée. Govorov consolida son approche basée sur une artillerie de haute précision pour affaiblir l'ennemi. L'une des avancées les plus notables fut l'utilisation de leurres. Des batteries soviétiques tiraient dans le but de provoquer le feu ennemi et de localiser leur position. Une de ces opérations, menée par le lieutenant Amelitchev sur les hauteurs de Pulkovo, permit de découvrir 16 batteries allemandes. En parallèle, la bataille de Stalingrad concentrait l'attention nationale. Le 19 novembre, la contre-attaque soviétique encercla la 6e armée allemande. La nouvelle fut reçue avec enthousiasme à Leningrad, revitalisant le moral de la population. Le transfert de Manstein vers le sud pour secourir Stalingrad allégea la pression sur Leningrad. L'approvisionnement énergétique s'améliora grâce à un oléoduc posé sous le lac Ladoga. En décembre, les citoyens se souvenaient de l'horreur de l'année précédente avec un espoir renouvelé. Au théâtre de la Comédie musicale,
on représenta la pièce « La large, large mer ». Malgré une attaque pendant la représentation, acteurs et public décidèrent de continuer dans un geste symbolique de résistance. Au début de janvier 1943, Govorov avait prêt le plan pour briser le siège. L'opération Iskra, étincelle. Les troupes furent entraînées dans un camp spécial qui recréait le terrain ennemi. L'artillerie fut affinée sur des champs de tir spécifiques. Le 12 janvier, l'offensive commença par un bombardement massif, suivi par la traversée de la Neva par les troupes soviétiques. Des chars furent envoyés sur des rails en bois renforcés et 2 têtes de pont furent établies. Bien que les Allemands résistassent depuis les hauteurs de Signavino, les Soviétiques réussirent à avancer. Georgi Zhukov, déjà maréchal, tenta de presser les commandants pour attaquer de front les collines. Le général Simoniak refusa d'exécuter des ordres qu'il considérait suicidaires et fut soutenu par Govorov, qui opta pour flanquer les positions ennemies. Le 15 janvier, des brigades de skieurs attaquèrent Klisselbourg depuis l'est. Les combats s'intensifièrent dans la colonie ouvrière numéro 5. Finalement, le 18 janvier, les forces soviétiques réussirent la jonction entre les 2 fronts. Cette nuit-là, la radio annonça la fin du siège. Leningrad célébra dans les rues. Poèmes, discours et musique empliraient la ville. 17 mois s'étaient écoulés, mais la rupture du blocus marqua un tournant. Cependant, la bataille pour Leningrad n'était pas encore terminée. La brèche ouverte ne signifiait pas la libération définitive, mais pour la première fois, la ville respirait. La fin du siège et le début de la reconstruction. Le 18 janvier 1943, les troupes soviétiques réussirent à rompre l'isolement qui, pendant des mois, avait maintenu Leningrad séparé du reste du pays. Cette opération, fruit de l'effort de l'armée rouge, représenta une victoire longtemps attendue par la population. L'émotion fut généralisée. Bien que les combats ne cessassent pas, les forces allemandes occupaient encore des positions clés autour de la ville. L'offensive ne réussit pas à expulser complètement l'ennemi. Les troupes d'Hitler maintenaient le contrôle d'un vaste périmètre défensif, connu sous le nom de Remblai du Nord, qui s'étendait de Pulkovo à Novgorod. Cette ligne, de plus de 150 km, était renforcée de mines, de fossés et de fortifications. La franchir nécessiterait un effort considérable en ressources et en personnel. Pendant ce temps, l'armée rouge se concentra sur la consolidation de l'accès récupéré. En moins de 20 jours, une route et une voie ferrée furent reconstruites, traversant la rivière Neva par un pont improvisé, ce qui permit l'entrée de provisions. Malgré les bombardements et la surveillance constante de l'ennemi, les trains et les camions, opérant surtout de nuit, réussirent à approvisionner la ville. Le premier convoi ferroviaire arriva à Leningrad le 6 février. Cependant, la route restait extrêmement vulnérable. Le pont sur la Neva était une cible constante pour l'aviation allemande. Le 9 février, un groupe d'aviateurs soviétiques réussit à défendre avec succès la structure contre une attaque de bombardiers ennemis. Sur ordre de Staline, la censure fut intensifiée. Aucune référence publique à la souffrance causée par le siège, en particulier à la faim, ne fut autorisée. La poétesse Olga Bergholtz, invitée à intervenir à la radio depuis Moscou, fut avertie qu'elle devait se concentrer sur l'héroïsme de la population et éviter toute mention de la faim. Malgré les restrictions, on percevait une ambiance de récupération. Avec l'arrivée du printemps, des signes d'espoir apparurent. Le 3 mars, Igor Tchaïko écrivit que, bien que la guerre continuât, il sentait qu'il pourrait surmonter n'importe quelle adversité. Même sous la menace des obus, les habitants reprenaient leur routine. Lors d'un concert interrompu par le feu antiaérien, personne ne quitta la salle. Les potagers urbains reprirent de l'importance. Les enfants collaboraient à la culture. Inna Bitsiogova, une jeune passionnée de dessin, créa des récits illustrés où des légumes personnifiés aidaient les nécessiteux et encouragèrent les soldats. L'avancée soviétique durant l'été 1943 renforça le moral. Avec le retrait allemand d'Ukraine et du sud de la Russie, la perception d'un changement définitif grandissait. À Leningrad, on réintroduisit des chats pour contrôler le fléau des rats, un symbole de récupération. Certains de ces animaux furent transportés par train depuis d'autres régions. Néanmoins, l'artillerie allemande intensifia ses attaques contre des objectifs civils, y compris les arrêts de tramway.
Les pertes humaines et les destructions furent significatives. Au milieu de la douleur, la population renforça ses liens communautaires. Beaucoup de jeunes laissèrent une trace, dans des journaux et des lettres, du sentiment d'unité que le siège avait généré. La résistance était perçue comme faisant partie du destin collectif du pays. Pour libérer complètement la ville, le général Govorov conçut une offensive multiple. Des unités furent mobilisées vers les têtes de pont du sud et de l'ouest. Profitant de la solidité du terrain en hiver, l'attaque fut planifiée pour les premiers mois de 1944. Parallèlement, une narration officielle fut élaborée, centrée sur l'unité et le leadership de Govorov. Tout ce qui ne coïncidait pas avec cette vision fut censuré. Des journaux et des pièces de théâtre furent confisqués, certains auteurs furent arrêtés. Le 5 novembre 1943, les préparatifs commencèrent. Sous la supervision directe de Govorov, de grandes quantités d'artillerie lourde, de mortiers et de roquettes furent réunies. Küchler, de son côté, ordonna d'évacuer la population civile à l'est de sa ligne défensive, anticipant une retraite. Lorsque le sol durcit sous le gel, en janvier 1944, l'ordre d'attaque fut donné. Le 15 janvier commença un bombardement massif, le plus important enregistré jusqu'alors dans la ville. L'intensité du feu rendit clair que l'opération finale avait commencé. Dans les jours suivants, les troupes soviétiques récupérèrent de nombreuses localités, y compris Pouchkine et Pavlovsk. Les forces allemandes dépassées initièrent leur retraite. Le 27 janvier, Leningrad fut officiellement libérée après plus de 2 ans de siège. La ville célébra avec des feux d'artifice et des salves d'artillerie. Les lumières des navires soviétiques illuminèrent les monuments. Malgré le froid, les citoyens sortirent dans les rues, émus par la fin du blocus. La vie commença lentement à se normaliser. Pour beaucoup, marcher sans crainte des obus était une expérience nouvelle. Les enfants jouaient dans la rue. Les pièces, avec des fenêtres au soleil, furent à nouveau utilisées. Simultanément, la version officielle du siège se consolidait, une ville unie, dirigée par ses autorités. La douleur individuelle et les divisions internes furent omises. La critique fut rapidement supprimée. Durant le siège, le régime réprima toute dissidence. Dans une opération particulièrement étendue, on rechercha l'auteur de pamphlets signés « Le Rebelle ». En décembre 1943, fut arrêté Sergueï Loujkov, un ouvrier local, qui avoua les avoir tous écrits. Même les observateurs étrangers notèrent les différences entre la population commune et les fonctionnaires du parti. Tandis que beaucoup survivaient avec des rations minimales, les cercles officiels maintenaient certains privilèges. Cela accentue la méfiance envers les dirigeants. Malgré tout, la ville continua d'avancer. En mars 1944, en capturant une carte allemande, on découvrit que parmi ses objectifs figuraient des écoles, des hôpitaux et des musées. En juillet, l'armée rouge atteignit l'ancienne frontière avec la Finlande. Ce même mois, Govorov fut promu maréchal de l'Union soviétique. Après le retrait finlandais, certains habitants retournèrent chez eux. Beaucoup trouvèrent des ruines envahies par la végétation. La nostalgie était inévitable. Des prisonniers de guerre allemands furent employés à des tâches de reconstruction. Dans des secteurs encore déserts, la ville semblait suspendue entre la mémoire et la récupération. Chaque après-midi, les prisonniers étaient escortés dans les rues principales. La population les observait en silence. Il n'y eut ni insulte ni agression. Ce silence collectif exprimait quelque chose de plus profond, un mélange de deuil, de résignation, et la certitude qu'aucune vengeance ne compenserait ce qui avait été vécu. Ainsi, les citoyens de Leningrad commencèrent à reconstruire. À travers la souffrance partagée et la persistance, la ville entreprenait le chemin du retour à la vie, laissant derrière elle le chapitre le plus sombre de son histoire récente. Le siège de Leningrad fut une opération prolongée de blocus total, au cours de laquelle les forces allemandes cherchèrent à soumettre la ville par la faim et l'isolement. Pendant près de 900 jours, la population affronta des températures extrêmes, le manque de nourriture, les maladies, les bombardements et les coupures des services de base. L'État ne parvint pas à garantir la sécurité ni l'approvisionnement, et la population dut s'adapter pour survivre. Les registres utilisés dans ce documentaire montrent la vie quotidienne pendant le siège. Les faits difficiles ne sont pas occultés. Il y eut du désespoir, des vols, de la violence et la mort par inanition. Il y eut aussi des gestes de soutien entre voisins,
du travail collectif et des actions d'organisation pour maintenir certaines fonctions de base dans les quartiers, comme la distribution de nourriture, le nettoyage des rues et la garde des enfants. La résistance de la ville ne fut pas le résultat d'une stratégie centralisée, mais de l'effort de milliers de personnes qui continuèrent à faire leur possible pour rester en vie. La récupération ne fut pas immédiate. De nombreuses zones restèrent en ruine, et une grande partie de la population était affectée physiquement et mentalement. Après la libération, commença un processus de reconstruction marqué par le silence sur ce qui avait été vécu, la censure et la diffusion d'une version officielle qui laissait de côté de nombreuses expériences. Ce documentaire a cherché à montrer les faits sous différents points de vue, à partir de témoignages et de documents de l'époque, sans omettre les effets réels du siège sur les personnes qui l'ont vécu.